On peut se demander pourquoi nos salles de classe sont organisées comme ça et pas autrement. En fait, derrière chaque leçon, chaque examen, se cachent de grandes théories sur la manière dont on apprend. Alors aujourd'hui, on va décortiquer un peu tout ça, ces idées qui ont, sans qu'on le sache toujours, complètement façonné notre éducation. La question centrale, c'est vraiment ça. Pourquoi apprend-on de cette façon? C'est un peu le fil rouge de notre exploration. En plongeant dans ces grandes théories, on va essayer de comprendre ce qui se cache sous les fondations même de notre système éducatif. Bon, alors allons-y. Tout commence avec ce qu'on appelle le triangle didactique. Il faut l'imaginer comme une scène avec trois personnages principaux. D'un côté, on a le savoir, ce qu'il y a à apprendre, de l'autre, l'enseignant qui transmet, et enfin l'élève qui doit s'approprier tout ça. Toute l'histoire des idées en éducation, au fond, tourne autour des relations entre ces trois-là. La toute première grande tentative pour faire de l'apprentissage une science s'est concentrée sur une seule chose, ce qu'on peut voir, ce qui est observable, le comportement. C'est ce qu'on a appelé le behaviorisme. L'idée de base est assez radicale. Pour les behavioristes, l'esprit c'est une sorte de boîte noire. On ne sait pas ce qui se passe dedans et à vrai dire, ça ne les intéresse pas. Ce qui compte, c'est ce qui en sort, les actions, les comportements mesurables. Pour eux, apprendre, c'est donc un simple changement de comportement, une réponse à une stimulation extérieure. Derrière ce courant, il y a quelques figures incontournables. On pense bien sûr à Ivan Pavlov et sa fameuse expérience avec les chiens qui salivaient. Il y a aussi John Watson et surtout B.F. Skinner, dont les travaux ont une influence énorme sur les méthodes d'enseignement. Alors, comment ça marche? Le mécanisme central, c'est le conditionnement. Un comportement qui est suivi d'une récompense, une bonne note, un encouragement, une image, aura plus de chances de se reproduire. C'est le fameux principe de la carotte, qui, d'après Skinner, est bien plus efficace que celui du bâton. Et en classe, ça se traduit comment? Eh bien, par des programmes très structurés. L'enseignant doit guider l'élève pas à pas, étape par étape, vers la bonne réponse, en utilisant des récompenses à chaque fois. C'est une vision de l'apprentissage qu'on peut qualifier d'assez mécanique. Mais bon, cette idée de la boîte noire a assez vite montré ses limites. Un nouveau courant est alors apparu, en réaction totale. Son objectif, ouvrir cette fameuse boîte pour enfin regarder ce qui se passe à l'intérieur de l'esprit. Bienvenue dans l'ère du cognitivisme. Et là, on change complètement de métaphore. L'esprit n'est plus une boîte noire, il est vu comme un ordinateur. Apprendre, dans ce cas, c'est traiter de l'information, la stocker et l'organiser de la manière la plus efficace possible. On met l'accent sur la mémoire, la perception, la logique. Les grandes figures de ce mouvement, ce sont des gens comme George Miller ou Jerome Bruner. On pourrait presque les voir comme les ingénieurs de l'esprit. Leur but était de comprendre les rouages de notre machine à penser. Comment l'information est-elle traitée, encodée, puis récupérée? Cette approche donne lieu à un enseignement très méthodique en 3 temps. D'abord, on prépare le terrain mental de l'élève. Ensuite, on présente le contenu de façon très structurée pour faciliter le stockage en mémoire. Et enfin, on s'assure que ces connaissances peuvent être utilisées dans d'autres situations. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. L'idée de l'élève ordinateur va elle aussi évoluer. L'apprenant passe d'un rôle de processeur d'informations à celui de véritable architecte de son propre savoir. C'est la révolution du constructivisme. Ici, le point de bascule, c'est que la connaissance n'est plus vue comme un liquide qu'on verse dans un récipient vide. Non, c'est une structure que chacun construit pour lui-même, brique par brique. Le grand nom de cette théorie, c'est évidemment Jean Piaget. C'est lui qui a montré que l'intelligence se développe en interaction constante avec le monde. Au cœur de cette construction, il y a 2 processus clés. D'abord, l'assimilation. Par exemple, un enfant qui ne connaît que les oiseaux voit un avion et dit « oiseau ». Il essaie de faire rentrer le nouveau dans une case existante. Puis vient l'accommodation. On lui explique la différence, et là, il est obligé de modifier ses structures mentales, de créer une nouvelle catégorie, avion. C'est comme ça qu'on apprend, en réorganisant sans cesse notre pensée. C'est une belle idée, mais elle soulève une question. Est-ce qu'on construit vraiment son savoir tout seul dans son coin? Dans la vraie vie, l'apprentissage est rarement une activité solitaire. Et c'est là qu'intervient le socio-constructivisme, avec des penseurs comme Vygotsky. L'idée, c'est que oui, on construit, mais on le fait ensemble. C'est à travers les échanges, les débats, parfois même les conflits d'idées avec les autres qu'on apprend le mieux. La confrontation de points de vue nous pousse à affiner notre pensée. Apprendre devient un acte social. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé de comportement, de processus mentaux. C'est un peu technique. Mais un autre courant est venu élargir la perspective pour s'intéresser à l'être humain dans sa globalité, avec ses émotions, ses besoins, sa liberté. C'est le courant humaniste porté par des figures comme Maslow et Rogers. Avec eux, le projecteur se déplace vers l'épanouissement de l'apprenant.
Le but n'est plus seulement de transmettre des savoirs, mais de permettre à une personne de réaliser son plein potentiel. On va donc accorder plus de choix à l'élève dans ses apprentissages. Cette pyramide, tout le monde la connaît. Elle nous rappelle une chose absolument essentielle. Pour qu'un esprit puisse s'apprendre, il faut que le corps et le cœur soient en sécurité. Un élève qui a faim, qui a peur ou qui se sent isolé ne peut tout simplement pas se concentrer. Les besoins fondamentaux passent avant tout. Enfin, un dernier courant pose une question fondamentale. Apprendre, d'accord, mais pourquoi faire? La réponse, c'est pour agir dans la société. L'objectif n'est plus seulement d'accumuler des connaissances, mais de former des citoyens conscients, critiques, capables de participer à la vie démocratique. Alors, après ce voyage à travers un siècle d'idées, à quoi ressemble la salle de classe aujourd'hui? Laquelle de ces théories a finalement gagné la bataille? Si on résume, le parcours, l'évolution est claire. On est passé d'un élève vu comme un récepteur passif qu'il faut programmer à un processeur d'information pour finalement arriver à l'image d'un constructeur actif de son propre savoir. Et l'enseignant, lui, est passé de distributeur de récompenses à facilitateur. En réalité, la réponse à la question qui a gagné, c'est que personne n'a totalement écrasé les autres. L'enseignement moderne est un mélange, un hybride. Mais la tendance de fond, elle, est très nette. On valorise de plus en plus les stratégies centrées sur l'apprenant, sur son activité et sur sa propre construction du savoir. Et bien sûr, cette histoire est loin d'être terminée. Ces théories continuent de dialoguer entre elles, de se transformer, ce qui nous laisse avec une question ouverte. Si notre idée de ce que veut dire apprendre évolue sans cesse, à quoi ressemblera l'école de demain ?